Merci, bonjour à tous. En fait, pourquoi est-ce qu'on est là tous les trois? Je vais vous montrer, et on va vous montrer au cours des 3 présentations que l'on a, que le PHP est une solution aujourd'hui mature, qui a sa vraie place dans l'entreprise. Et vous allez voir, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'elle prend une importance dans l'entreprise, mais elle est contrainte, comme toutes les applications dites classiques de logiciels ou d'open source, à des contraintes de temps. Et alors, je suis désolé, mais je ne suis absolument pas technique. Donc, si vous me posez une question technique, je prends feu immédiatement. Donc, s'il vous plaît. L'autre chose que je voulais dire, c'est un petit clin d'œil à la FUP. On voulait appeler notre conférence, notre présentation, le PHP en marche, mais on nous a copié, donc on n'a pas pu le faire aujourd'hui. Donc, ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans la présentation, c'est que moi, mon rôle, je vois au quotidien des chefs d'entreprise, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, qui ont des préoccupations métiers, certes, mais ils ont tous une préoccupation générale qui est le temps. Et aujourd'hui, vous le subissez au travers d'un certain nombre d'enquêtes que l'on a fait. Alors, simplement pour présenter le langage PHP, je pense que vous le connaissez aussi bien que moi, voire mieux, beaucoup mieux. Mais c'est quand même le 3e langage de développement au monde, derrière C++, C et Java. C'est le premier langage de développement web. C'est 5 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est quand même des chiffres qui deviennent impressionnants. Et qui deviennent impressionnants à tel titre que les chefs d'entreprise s'y intéressent de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui amène de l'agilité, de la facilité et des temps de réponse extrêmement courts. Et encore une fois, là, on retombe dans le temps. Le temps, le vôtre, et le temps des entreprises pour pouvoir présenter leurs produits en premier dans leur secteur d'activité, parce qu'il faut être toujours devant le concurrent. C'est extrêmement important. Donc, les préoccupations primordiales dans les entreprises, c'est tout ce qui est sécurité, tout ce qui est compliance. Et il y a de plus en plus dans les grandes entreprises des audits de sécurité pour voir les applications qui ont été développées en open source et en PHP, leur compliance, leur sécurité, leur adhérence aux différents critères architecturaux de chacune des entreprises. Et elles en ont quelques-unes. Si on regarde aujourd'hui une panne informatique sur un site de production, le coût est d'environ entre 500 000 et 1 million d'euros, à peu près, en moyenne. 80% de ces pannes sont résolues en 1 heure et 25% en plus de 12 heures. Et ça coûte à peu près entre 125 000 et 250 000 en moyenne euros. Mais ça, ces chiffres dits comme ça, ok. Simplement, vous travaillez, et le PHP est surtout tourné vers des applications destinées aux clients qui font des transactions sur les sites. Et un client qui est interrompu lors de sa transaction ou qui, quand il clique sur un bouton pour aller voir un produit, ne peut pas aller le voir, il ne revient plus sur le site. Donc, ça devient un enjeu majeur pour les entreprises d'avoir une communication avec leurs clients la plus fiable possible. Et les gens qui sont dans le PHP sont des rouages extrêmement importants et de plus en plus importants. Et prenez conscience de l'importance que vous avez dans l'organisation de l'entreprise. C'est sentencieux, ça, hein? Mais c'est vrai. Alors, on dit 87% des développeurs ne sont jamais satisfaits du temps entre le moment où ils ont développé et c'est mis en production, parce qu'il y a toute une chaîne derrière. Et il y a un certain nombre de choses, quand un développeur fait bien son boulot, qu'il n'aime pas voir parce que son boulot est retardé, il n'est pas en production. Pourquoi? Manque de stabilité dans les applications, manque de relations entre les métiers. Il y a parfois des développeurs qui ne connaissent absolument pas le monde de la prod parce qu'ils ne discutent pas ensemble. Et mon rôle aussi, c'est de pouvoir faire discuter les gens entre eux pour pouvoir être efficace au maximum. Le reste des chiffres, vous êtes assez grand, vous les lisez et vous les voyez. Il y a quand même plein de raisons pour avoir des délais. La chose extrêmement importante, c'est que le marché a complètement changé.
Aujourd'hui, les préoccupations des entreprises, c'est de réduire le temps, le time to market. Excusez-moi pour cet anglicisme, mais c'est bien ça. Je vais vous donner un exemple précis. J'étais chez Renault il y a quelque temps. Quand on faisait un coup de crayon sur un prototype et qu'on produisait la voiture, il se passait 5 ans. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Et demain, ce sera 12 mois. Donc le time to market est une chose extrêmement importante. Il y a 30 fois plus de releases fréquentes parce que vos clients internes disent bon, ils vont plus vite, c'est plus agile, donc je vais faire de nouveaux produits, je vais proposer de nouvelles choses à mes clients, donc ça va de plus en plus vite. Et vous, derrière, vous êtes en train de ramer parce qu'il faut suivre ce que les métiers demandent. Et puis, il y a 21% d'innovation, de nouveaux softwares qui sont à la fois miraculeux, qui vous promettent tout et qui rassent gratis demain, et qui vous empêchent aussi dans le quotidien de pouvoir travailler. La dernière slide que je veux vous présenter, c'est le plus important, c'est le petit schéma en bas. Plus vite on découvre un bug dans une application, moins ça coûte cher à une entreprise. Si je découvre un bug lorsque je suis en train de développer, je peux le corriger très vite. Si je découvre un bug lorsque mon projet est mis en production, alors là, ça coûte très cher. Parce que mon site de production, ma vitrine auprès de mes clients, tombe et ne peut plus répondre aux demandes de mes clients. Je vais passer la parole à mes partenaires maintenant qui vont vous démontrer par leur métier et par ce qu'ils sont capables de faire les grandes tendances que je vous ai données. Fabrice ? Merci. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Donc, comme l'a expliqué Eric, les entreprises, elles ont des besoins en permanence et l'enjeu est de répondre à ces besoins le plus rapidement possible et tout ça dans la confiance. Le problème, c'est que les projets informatiques des entreprises, ils évoluent en permanence et donc on rajoute des fonctionnalités en permanence sur les projets et du coup ces projets, la quantité de code augmente et ça devient des projets, et les projets deviennent difficiles à maintenir ou à faire évoluer. Et donc comment on peut essayer d'améliorer tout ça pour faire en sorte que les projets informatiques des entreprises soient plus agiles et qu'on puisse améliorer la maintenabilité d'un projet et le faire évoluer plus facilement. Alors, il y a des grands principes d'architecture qui sont intéressants, qui permettent en tout cas d'aider et d'améliorer tout ça. Donc, on a l'architecture MVC, modèle vue contrôleur, l'architecture modulaire, l'architecture événementielle et l'architecture microservice. L'architecture MVC, je pense que tout le monde dans la salle connaît, sans aucun problème. C'est des concepts qui datent depuis de nombreuses années. Donc l'intérêt, c'est la séparation des modèles, donc comme son nom l'indique, modèle view controller, séparation des modèles, tout ce qui a accès à la base de données, des vues, le rendu, et des contrôleurs qui sont les actions. L'avantage, c'est que justement, au niveau des équipes, on va pouvoir mieux organiser les équipes pour que chaque personne puisse travailler sur ces parties de manière distincte plus facilement. Et du coup, ça apporte un véritable gain de temps dans la maintenance et dans les évolutions d'un produit. Le deuxième point, c'est l'architecture modulaire. Donc l'architecture modulaire, elle est composée de deux parties qui sont le cœur, c'est la base de l'application. Et ensuite, cette base, on va la faire évoluer en intégrant des modules métiers qui vont apporter des fonctionnalités supplémentaires à cette base et voire même étendre des fonctionnalités standards de la base. L'intérêt, c'est que justement, on ne va pas toucher à la base et on va pouvoir très facilement apporter ces fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités de base très facilement. Et donc tout ça, encore une fois, garantit une meilleure maintenabilité d'un projet et une meilleure évolutivité. Ensuite, c'est l'architecture événementielle. Donc elle consiste en fait à lancer des événements qui sont écoutés par des objets dans le but de déclencher l'exécution d'un code spécifique. Donc l'intérêt aussi, c'est d'apporter une plus grande modularité dans la mesure où chaque module peut intervenir sur les actions effectuées par d'autres modules. Exemple concret, quand je publie un article, quand je clique sur la publication de mon article, plutôt que d'exécuter un code directement qui fait tout un tas d'actions, je ne vais que déclencher un événement et ensuite j'ai des objets qui sont rattachés à cet événement et qui vont s'exécuter indépendamment les uns des autres. Ce qui fait que là, encore une fois, je vais pouvoir faire évoluer cette action bien spécifique plus facilement et je vais pouvoir même rattacher cette même action à plusieurs autres événements.
Le dernier point, c'est l'architecture microservice. Donc, comme on l'a expliqué, les projets deviennent de plus en plus complexes, ils évoluent en permanence, on ajoute beaucoup de fonctionnalités. Et donc, traditionnellement, les applications sont des applications qu'on appelle monolithiques, c'est-à-dire que lorsqu'on développe le projet, l'intégralité des fonctionnalités qu'on a développées dans le projet sont dans le projet. Mais du coup, les difficultés de tout ça, c'est justement comment maintenir et comment faire évoluer ce projet. Et donc, un des concepts a été de dire, plutôt que de faire un très gros projet qui est très lourd et qui est compliqué à maintenir, on va le découper en plusieurs petits projets. Et ce qui fait que du coup, chaque petit projet pourra être indépendant les uns des autres. Et donc, ce sera plus facile aussi à maintenir parce que je vais pouvoir mettre plusieurs équipes sur ces micro-projets en parallèle et séparer les tâches. Donc Melis Platform, justement, vous pourrez, si vous le souhaitez, venir nous voir pour en discuter. Mais tout ça, c'est intéressant, mais la difficulté, c'est comment mettre en place toutes ces architectures dans un projet. Ça peut faire peur, ça peut être compliqué. Et donc Melis Platform, justement, c'est une sorte de plateforme de développement un peu prête à l'emploi qui apporte tous ces concepts d'architecture, mais intégrés dans une même technologie. Alors, tout ça, c'est bien beau parce que du coup, on multiplie les projets, c'est plus facile à maintenir, c'est plus facile à les faire évoluer. Mais l'une des difficultés, c'est que du coup, plus on a de projets, plus on fait de déploiement, et plus on fait de déploiement, plus on a besoin de workflow et d'outils et de process de déploiement le plus automatisé possible pour permettre justement de faire évoluer tout ça. Et donc, je passe la parole à Pierre pour... Merci. Donc, en effet, nous, on va parler un peu livraison de code. Donc voir comment on peut améliorer cette vélocité au quotidien pour pouvoir déployer un peu plus vite. Donc on va commencer par parler un peu de culture et de culture DevOps. Parce qu'un bon projet au quotidien, ça commence d'abord par une bonne culture d'entreprise et une bonne communication. En effet, ça devient assez primordial que les équipes puissent mieux communiquer entre elles pour mieux saisir le besoin et pour pouvoir incrémenter un peu plus vite la valeur auprès du client. Donc pour cela, au niveau technique, on va parler d'intégration continue. Donc on va passer par deux grands vecteurs qui vont être le Git branching pour pouvoir se connecter à votre code directement et les tests qui vont pouvoir être automatisés sur une plateforme d'intégration. Donc on va retrouver des tests unitaires, des tests fonctionnels et des tests d'assurance qualité qui vont passer par de l'analyse statique de code. Si on regarde un peu le Git branching, on part essentiellement toujours d'une branche master et les développeurs vont créer leur propre branche de features pour pouvoir implémenter les fonctionnalités qu'il faut. Si on regarde un peu la frise chronologique, dans un modèle traditionnel d'intégration continue, on va déterminer un sprint de 2-3 semaines et une fois arrivé à la fin de ce sprint, on va déployer une nouvelle release avec les nouvelles fonctionnalités. Donc les développeurs vont à tour de rôle itérer jusqu'à incrémenter les features qu'il faut pour pouvoir livrer la release. Le système d'intégration continue va pouvoir se déclencher à travers des hooks, soit directement sur des branches, soit sur des pull requests, pour pouvoir lancer les séries de tests et pouvoir garantir l'intégrité du test au fur et à mesure que les releases avancent, jusqu'à arriver à la date fatidique de la release et de la mise en production. Alors généralement, les mises en production sont encore des aspects qui sont très manuels, même si pas mal de personnes, pas mal d'entreprises utilisent des outils d'orchestration. Ça reste toujours une étape où on va éviter de la faire un vendredi soir ou en fin de journée. On va plutôt essayer de repousser en fait l'étape de déploiement parce que l'infrastructure sur laquelle on va déployer n'est pas forcément très bien maîtrisée par l'ensemble des équipes. Ou parce qu'on n'a pas tout un processus automatisé, du coup on a un peu peur de le faire. Au niveau tooling, pour revenir sur l'intégration, donc ici on retrouve une liste de frameworks de tests, donc vous connaissez tous, je pense, la plupart des outils.
Il y en a un certain qui mérite une attention particulière. Par exemple, BIAT, je ne sais pas combien d'entre vous ici pratiquent du test fonctionnel. Ok, c'est bien. Il faut en faire encore plus pour les autres. On va retrouver des autres outils d'analyse statique comme Code Sniffer ou alors PHP CPD pour analyser des patterns de duplication de code. Ça peut être des outils assez intéressants pour améliorer la qualité. Vous avez des autres outils qui, eux, ne sont pas utilisés directement dans le système d'intégration, comme GrumPHP, qui vont agir en pré-commit hook. Pardon. Donc ça, c'est directement sur la machine du développeur, avant de committer. Ça va exécuter des tests statiques, d'analyse statique, pour pouvoir éviter de pusher du code qui n'est pas compliance avec une PSR2, par exemple. Donc on a vu l'intégration continue, c'est très bien, ça nous permet au fur et à mesure des pull requests et de l'avancement du projet de garder l'intégrité du test et de son application. Mais on voudrait passer à l'étape un peu supérieure pour pouvoir déployer dès que notre fonctionnalité est finalisée. C'est-à-dire que au niveau de vos pull requests, vous pouvez déployer carrément directement vos pull requests en testing, une fois qu'elles sont mergées en staging, une fois que vous taguez en production. Et donc, ça augmente considérablement votre vélocité, ça réduit les cycles de déploiement, vous pouvez déployer les fixes très rapidement, et ça permet de réduire les risques de conflit. Puisque, auparavant, si vous avez un développeur qui a une pull request, une branche qui est upstream de master depuis 3-4 semaines ou plusieurs mois, au moment où il va faire son merge sur master, il va avoir pas mal de conflits à résoudre et compagnie. Et voilà, donc si vous réduisez ce cycle, forcément, vous réduisez vos conflits. Donc quand on parle de déploiement continu, on va devoir parler essentiellement d'infrastructure as a code, d'infrastructure codée. Alors qu'est-ce qu'une infrastructure codée ? On va passer par deux grands principes qui vont être de coder les ressources système, donc de provisionner vraiment l'environnement système, donc les machines virtuelles, à travers un jeu de cookbook. Donc vous retrouvez les outils que beaucoup d'entre vous connaissent, Chef, Puppet, Ansible, Docker si vous voulez faire du microservice. Et donc ensuite, ces ressources système, vous allez les orchestrer sur des plateformes d'hébergement, principalement aujourd'hui des PaaS cloud. Et là, vous allez carrément codifier les ressources sur le cloud, donc à travers Amazon CloudFormation, Terraform, Google, OpenStack. Aujourd'hui, à peu près tous les providers PaaS vous donnent des outils pour pouvoir coder votre infrastructure directement, soit avec du code, soit à travers des fichiers de configuration qui sont orchestrés. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est assez intéressant, qui s'appelle le feature toggle. Alors, c'est plus une notion et un concept qu'un outil. En fait, le feature toggle, c'est un switch button. Donc, en fait, vous pouvez activer ou pas certaines fonctionnalités dans votre code. Par exemple, ça vous permet de faire de l'A/B testing. Vous avez pas mal d'outils en ligne que vous pouvez retrouver pour pouvoir mettre en place du feature toggle dans vos projets. Et ça vous permet aussi, quand vous êtes en déploiement continu, de dire mon Epic, elle n'est pas forcément finalisée à 100%, mais celle-là, elle va être très grosse. Donc, au lieu d'ouvrir une feature branch qui va durer plusieurs semaines, on va plutôt faire des petites branches qui vont rajouter des petits bouts de valeur sur les pics pour pouvoir merger au fur et à mesure en fait les pics. Et c'est juste une fois que votre epic est finalisé, à ce moment vous switchez la feature en on pour pouvoir la donner accessible à tous vos utilisateurs. Voilà, je repasse la parole à Eric pour conclure la présentation. Merci. Vous aurez remarqué deux choses. Dans ma présentation, je n'ai absolument pas dit que Zen Server était le meilleur serveur du monde. Ça, tout le monde le sait. Et ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est qu'on arrive avec des solutions complètes et non plus du pushbox. Parce qu'aujourd'hui, le marché a besoin de solutions et pas d'avoir que des bouts d'application et au bout d'un moment, de ne plus savoir comment travailler avec. Et l'autre chose, par la réunion, la conférence que l'on a aujourd'hui, on
on relance Zen en France, qui s'était un peu perdu dans des limbes et qui aujourd'hui est revenu. Donc on est là et on est de nouveau sponsor d'événements et c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Maintenant, je vais vous chanter une chanson. Non, si vous avez des questions, the stage is yours. On a été super clair, pas de questions? La chanson, ils veulent la chanson. Oui, alors j'ai des chants. Non, je vais poser une question. Je veux pas que tu chantes. C'est une question assez générale. C'est en gros, est-ce que vous avez une vision du futur de PHP en termes de... Là, on a vu effectivement à la fois la partie un peu développement, la partie déploiement, la partie orchestration, la partie gestion un peu plateforme, tout ça. Est-ce que vous avez une vision à, je sais pas, moi je dis une bêtise, à 5, 10 ans, de comment devrait s'organiser tout ça en fait? Parce que vous parlez que de Zen qui revient là, tout ça, mais du coup, est-ce que vous avez une vision, est-ce qu'il y a une vision, je sais pas, future de comment ça devrait, est-ce que une vision idéale peut-être de le PHP, le déploiement, les plateformes Alors, une vision idéale, on n'a pas de vision idéale. Aujourd'hui, on est un fournisseur technologique qui est complètement agnostique et plutôt ouvert. Moi, encore une fois, la réponse que je vais vous faire, ce n'est pas une réponse de technicien. Hein. Je discute avec des gens qui ont des projets à faire tourner, des choses à vendre à leurs clients et des structures à mettre en place. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui sont en train de contenir leurs futures dépenses IT, et surtout sur les logiciels. De plus en plus, et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, j'ai passé longtemps chez IBM. Quand un client achète un logiciel classique, il se livre pratiquement pieds et poings liés parce qu'il y a de la maintenance, parce qu'il y a une dépense récurrente. Et que les clients aujourd'hui disent l'open source, c'est plutôt pas mal. Alors au début, on le regardait un peu de loin, en se bouchant le nez, et puis au bout d'un moment, on s'est dit c'est quand même facile, le PHP c'est exactement la même chose. Et de plus en plus, ça prendra de l'importance à l'intérieur des entreprises. De plus en plus, les directeurs marketing ou les directeurs financiers imaginent de nouvelles applications avec le PHP et on va aller de plus en plus vers des entreprises extrêmement agiles. Quand vous avez une entreprise qui pèse très lourd, qui est très grosse, c'est comme un paquebot. Quand vous tournez le volant ou le gouvernail, merci, il va mettre quelques kilomètres pour tourner. Aujourd'hui, ils veulent avoir des paquebots, mais qui soient capables de tourner sur place. Donc, toutes les technologies qui sont aujourd'hui le PHP, demain, ce sera peut-être autre chose. On ne peut pas préjuger de ça, parce que peut-être que quelqu'un, aujourd'hui, est en train de chercher dans son garage et va nous sortir quelque chose d'assez merveilleux. On n'a pas de vision précise sur quelque chose qui est extrêmement mouvant, et qui a une définition, c'est de répondre aux besoins marché, et non plus d'arriver avec un outil tout fait en disant le marché a besoin de nous. Oui. Je crois que quelque chose qui est assez intéressant, c'est de regarder au niveau des groupes industriels ou du secteur bancaire qui commencent à prendre au sérieux des langages comme le PHP. Parce que voilà, il arrive avec son historique et tout le tooling qu'il faut pour pouvoir avoir l'assurance qualité du code. Et je pense que le paradigme du langage fait qu'il a encore un bel avenir devant lui. Et je pense que ça, c'est plutôt encourageant. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait, merci. Une histoire drôle, une chanson? Sur les éléphants, je veux bien, j'en connais 2 ou 3, mais PHP, moins. Bien, mais écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à passer sur notre site. Et la dernière annonce, la dernière chose, on a encore un éléphant blanc où on fait un tirage. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur notre site pour avoir le dernier éléphant blanc mis à votre disposition pendant l'événement. Merci à vous. Merci.